La communication et plus généralement la bonne entente dans une relation, amoureuse ou non, est un vaste sujet dont je souhaite vous condenser l'essentiel de ce que j'ai pu apprendre et expérimenter. Je vais pas vous mentir, dans ce domaine j'étais vraiment nul mais je progresse bien. L'avantage d'avoir fait beaucoup d'erreurs, c'est d'avoir pas mal de matière et d'exemples concrets à vous partager. Cette vidéo est un mélange de mon expérience et de mon étude sur le sujet que j'ai synthétisé en 7 comportements essentiels. Je m'appelle Romain, j'aime expérimenter différentes façons de penser pour développer l'amour et l'esprit que je vous partage pour élargir votre champ des possibles. La première idée que je vais vous partager est de vous concentrer sur vous. Vouloir changer les autres ou notre environnement pour qu'ils nous correspondent est à la fois inefficace et illégitime. J'étais moi-même inconsciemment très doué pour obtenir ce que je voulais en manipulant les autres. Alors le terme manipulation peut paraître un peu fort, mais c'est exactement ce que nous faisons innocemment très souvent. Par exemple, faire semblant d'aimer la musique préférée de notre nouvelle rencontre, c'est un mensonge anodin que nous utilisons pour plaire à l'autre. Je pense que si vous avez l'intention de faire changer votre partenaire parce qu'il ou elle communique mal ou ne vous comprend pas, vous risquez de souffrir tous les deux. Même si vous pensez ne pas avoir besoin de travailler sur vous et que ça vous paraisse injuste de faire plus d'efforts que les autres, c'est le seul moyen de vous épanouir vraiment. Comme dirait Gandhi, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Personne ne nous apprend à communiquer correctement et c'est seulement le jour où nos relations se dégradent qu'on commence à se poser la question. Il y a quelques années, avec l'ouverture de mon couple en relation libre, nous avons découvert de gros problèmes de communication entre nous. À cette époque, je pensais pas avoir besoin d'aide pour mieux communiquer. Pour moi, le problème était que ma partenaire n'arrivait pas à me comprendre. J'étais concentré sur ce qu'elle devait changer pour améliorer la situation, sans avoir conscience et accepter ma part de responsabilité. Donc le bon état d'esprit pour commencer est d'agir sur nous-mêmes sans forcer les autres à nous suivre au risque de créer des conflits et de développer des attentes irréalistes envers eux. Le second point est de faire équipe. Durant la phase de l'énergie de la nouvelle relation, ou la passion, le mélange de neurotransmetteurs et d'hormones vous rend ces tâches très faciles. Mais avec le temps, cet état va se dissiper. Pour entretenir l'amour et la cohésion, vous allez devoir fournir plus d'efforts. Ce qui peut être délicat, c'est que, sauf cas particulier comme le divorce, aucun juge ne viendra trancher vos conflits. Vous allez donc devoir vous débrouiller. Peu importe votre genre, vous êtes plus ou moins différents sur certains points, mais vous pouvez éviter d'en faire un sujet de conflit. Comme dans une entreprise ou un sport, chaque membre de la relation a ses compétences propres qui peuvent être utilisées comme une force. Comme j'en ai parlé dans le point précédent, vous ne pouvez pas reprocher à votre partenaire d'être ce qu'il est ou de chercher à le changer. Si vous vous aimez vraiment mutuellement, avec compersion, c'est-à-dire que chacun prend du plaisir dans le bonheur de l'autre, alors vous avez tout intérêt à faire équipe, discuter et trouver un compromis gagnant-gagnant. Le piège est que la communication se transforme en un procès de qui a raison et qui a tort, et que vous prépariez chaque discussion comme si vous deviez gagner un débat. Cet état d'esprit rend la communication impossible, puisque vous chercherez uniquement à défendre ou imposer vos idées sans réelle écoute. L'écoute est d'ailleurs le point suivant, une qualité qui me faisait également un peu défaut. Parfois, je préparais certaines discussions comme un argumentaire commercial et même si je ne fais plus, il arrive encore que ma copine ait le réflexe de penser que j'ai une idée derrière la tête ou je veux lui vendre un truc. Vous vous êtes déjà probablement surpris à entendre l'autre personne sans vraiment l'écouter. Vous le faites quand vous êtes sur la défensive. Vous préparez mentalement votre réponse que vous vous dépêchez de placer quitte à couper la parole. Le but de la discussion n'est pas de se décharger sur l'autre chacun son tour. Si au moins l'une des personnes concernées n'écoute pas vraiment, alors vous allez dépenser une énergie incroyable à alimenter un conflit sans jamais le résoudre. Parce que jamais de la vie, en plein débat, quand les émotions sont fortes, quelqu'un va s'arrêter, mettre son ego de côté et dire « Ah ouais, t'as raison, en fait je suis trop con, ça fait des années que je te dis n'importe quoi ». Il y a différentes manières d'améliorer sa qualité d'écoute comme peut le faire un psychologue, même si vous êtes impliqué émotionnellement. Je trouve très intéressant d'accorder un temps de parole à chacun, durant lesquels il ou elle sera véritablement écouté, puis d'inverser les rôles. Pour améliorer cet échange, pensez à respecter les points suivants. Être dans un environnement calme, être réellement disponible, donc on n'est pas sur son téléphone, être bienveillant en ayant l'intention sincère de vous intéresser à l'autre, être neutre et écouter sans émettre d'opinion ou de jugement, et poser des questions ouvertes sans orienter la réponse. Voilà le cadre idéal. Ensuite, concentrez-vous non pas sur les problèmes et les faits exposés par votre interlocuteur, mais plus sur la manière dont celui-ci le vit.
Développer de l'empathie pour percevoir la situation selon son point de vue. Étant donné que nous fonctionnons tous très différemment, il est impossible d'interpréter le comportement ou le langage de quelqu'un sans déformer un peu ou complètement son intention ou son message. Votre partenaire n'est pas dans votre tête. Vous ne pouvez pas attendre qu'il ou elle devine vos envies ou vos besoins, même si ça vous paraît logique ou évident. Ce n'est pas forcément un manque de considération de sa part, comme le formule très bien Henri de Régnier, l'égoïste, c'est celui qui ne pense pas à moi. Donc pour éviter tout malentendu, dès que vous ne comprenez pas quelque chose, interdisez-vous d'interpréter et allez lui poser la question tout simplement. Par exemple, parfois quelqu'un m'envoie un texto important sans avoir de réponse de ma part avant quelques heures. Pendant ce temps, certaines personnes sont dans l'attente et peuvent se laisser envahir de pensées. Pourquoi il ne me répond pas? Qu'est-ce que j'ai dit? J'aurais pas dû faire ci ou ça. Il doit me bouder. Vous pensez que je parle trop? Il m'esquive. Toutes ces interprétations sont guidées par des peurs. Personnellement, j'aime simplement prendre mon temps pour répondre correctement à un message important. J'ai pas envie de le faire à la va-vite au boulot ou pendant une activité. Je préfère le faire calmement. Et même si ces personnes n'ont que des preuves factuelles très positives de la relation et aucune concrète d'un quelconque problème, elles vont se sentir insécurisées. Pour éviter ces problèmes d'interprétation, je vous incite à adopter cet état d'esprit. Si vous êtes honnête l'un envers l'autre, alors jusqu'à preuve du contraire, tout va bien. Si quelque chose ne va pas, votre partenaire viendra vous en parler. Et si malgré ça, vous avez un besoin irrépressible de comprendre, alors demandez-lui simplement avant d'imaginer quoi que ce soit. De cette façon, vous épargnez une charge mentale énorme. Comment exprimer ses sentiments et formuler son besoin correctement? Pour ça, je trouve le concept de communication non violente très intéressant. Il se base sur 4 étapes: observation, sentiment, besoin et demande. La première étape est d'observer, c'est-à-dire exprimer des faits concrets sans évaluer ou apporter de jugement, ce qui est commun à une bonne écoute. Par exemple, au lieu de dire « tu es rentré tard hier », dites plutôt « tu es rentré à 23h hier ». Ça permet de baser la communication sur des informations réelles et concrètes qui ne sont pas filtrées, déformées ou manipulées par notre perception. Ensuite, la seconde étape est d'exprimer ses sentiments en utilisant le « je » et non le « tu ». Il y a une différence entre affirmer « tu t'en fous quand je parle » ou dire « j'ai le sentiment de ne pas être écouté ». Le premier cas est un reproche basé sur une interprétation. Qu'il soit justifié ou non, la conséquence est que votre interlocuteur va se mettre sur la défensive, ce qui va bloquer le dialogue. Alors que quand vous parlez de vous, vous exprimez une vérité, une émotion réelle, sans impliquer d'autres personnes. La troisième consiste à exprimer ses besoins et ses attentes sans parler d'action. Je me sens comme ça parce que j'ai besoin de ça. Et enfin, la dernière étape est de proposer une solution ou faire une demande claire, simple et explicite, sans exiger quoi que ce soit. Essayez de formuler cette demande de manière positive sans en faire un reproche. Au lieu de dire « j'en ai marre, tu ne veux jamais qu'on passe du temps ensemble », dites plutôt « j'adore quand on passe du temps ensemble, est-ce qu'on peut s'organiser quelque chose ?» D'après le livre de Gary Chapman, Les 5 langages de l'amour, nous ne sommes pas non plus sensibles au même type de langage. Identifier le vôtre et ceux de vos relations peut avoir un réel impact. Ça peut être des paroles valorisantes, des moments de qualité, des cadeaux ou des attentions, des services rendus ou le contact physique. Tous ces outils vous permettent de communiquer votre ressenti sans que votre partenaire se sente agressé. Il ou elle sera donc dans de bonnes conditions pour vous écouter. Mais bien sûr, on n'est pas des bisounours, se remettre en question est très difficile pour notre ego et déclenche des peurs qui risquent de vous mettre en colère. Quand ça arrive, c'est pas grave, mais vous devez apprendre à vous disputer. C'est un concept qui m'a étonné, mais que j'ai trouvé très pertinent et que j'ai découvert dans le livre La salope éthique. Comment ça marche concrètement? D'abord, quand on vous dit quelque chose qui vous fait ressentir des émotions fortes, comme la colère, vous pouvez temporiser la discussion. Donc ne pas en parler à chaud, ni dans 2 ans, mais attendre au moins quelques minutes ou quelques heures. Car le risque, quand vous êtes envahi par les émotions, est d'agir de manière irrationnelle. Ensuite, vous pouvez définir un cadre pour empêcher que la situation dérape. Par exemple, interdire de s'insulter, de se frapper, ça peut paraître évident mais ça inclut également les gifles, de casser des objets de manière dramatique, de partir en claquant la porte ou de provoquer l'autre pour voir sa réaction. Ma copine, par exemple, déteste qu'on se quitte fâché, au cas où il arrive quelque chose de grave à l'un d'entre nous. C'est une bonne manière de prendre du recul et conscience que ces conflits restent des problèmes secondaires par rapport à notre survie. Durant la discussion, quand l'un d'entre vous est débordé par les émotions et devient irrationnel, vous avez la possibilité de stopper la discussion net
et partir chacun de votre côté, vous isoler et vaguer à vos occupations. Quand c'est clairement défini avant, ce n'est pas mal pris, comme ça pourrait l'être si vous quittez soudainement une conversation sans explication. Ça peut paraître contre-productif ou ressembler à une tentative de fuite, mais en fait c'est super efficace. Ça vous permet de digérer ces émotions, d'éviter de vous blesser et de reprendre cette discussion plus tard, calmement. Essayez vraiment de vous responsabiliser et de gérer vos émotions sans remettre la faute sur l'autre. Chacun doit se concentrer sur la gestion de ses émotions. L'un des sujets les plus récurrents de disputes avec ma copine était le besoin de se comprendre. On a tous un logiciel interne plus ou moins très différent, suivant nos gènes et notre expérience de la vie. Tout ce que vous percevez du monde qui vous entoure est votre réalité, filtrée par rapport à votre vécu. Donc si vous essayez de comprendre le comportement de quelqu'un, vous allez transposer votre fonctionnement et votre interprétation sera probablement fausse. C'est pour ça que la confiance et la transparence jouent un rôle essentiel dans la relation. Vous allez devoir choisir de croire ou non à l'explication que vous donnera votre partenaire et qui est elle-même limitée par sa propre compréhension. Donc soyez d'abord honnête avec vous-même, exprimez vos sentiments et acceptez ceux des autres avec toute l'incertitude que ça peut vous faire ressentir et qui disparaîtra avec le temps quand vous prendrez confiance. Par exemple, ma copine est tombée amoureuse involontairement d'un autre homme, mais elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi moi je provoquais ces situations. Comme elle manquait de confiance en elle, elle pensait que j'étais à la recherche de quelqu'un de mieux. Pourtant, ça n'a jamais été mon intention, et la seule chose que je pouvais faire, c'était la rassurer sur mes sentiments. Mais ça ne suffisait pas. Vous devez accepter que vous ne comprendrez peut-être jamais certains comportements de votre partenaire et que vous seul avez le pouvoir de surmonter les peurs qui en découlent. C'est ce qu'elle a réussi à faire quand elle s'est recentrée sur elle et a pris confiance en sa valeur. Lâcher prise sur votre envie de savoir et de contrôler est le meilleur moyen de faire disparaître ces peurs. Elles ne vous protègent pas du danger dont s'inquiéter n'est d'aucune utilité. Comme le dit ce proverbe tibétain, si le problème a une solution, il ne sert à rien de s'inquiéter. Mais s'il n'a pas de solution, s'inquiéter ne changera rien. Pour compléter ces idées, vous pouvez également retenir les accords Toltec que je trouve très pertinents en communication. Que votre parole soit impeccable, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, ne faites pas de suppositions, faites toujours de votre mieux. Je préfère prendre le temps de vous en parler correctement et de vous l'illustrer dans une seconde vidéo qui suivra celle-ci. Donc, pour résumer, afin d'améliorer notre communication et la bonne entente dans nos relations, nous devons faire attention à agir d'abord sur soi et ne pas forcer les autres à changer ou correspondre à nos attentes. Faire équipe et ne pas oublier qu'il n'y a absolument aucun intérêt à vivre en couple si vous êtes toujours l'un contre l'autre. Écoutez et vous intéressez vraiment à votre interlocuteur sans jugement et sans chercher à défendre vos idées. À ne pas interpréter et imaginer le pire. Si vous avez un doute, demandez. À communiquer de manière non violente en utilisant le jeu et en exprimant clairement sans agressivité ses sentiments et ses besoins. À gérer les disputes et écourter la durée de vos réactions émotionnelles. Et enfin, à accepter votre partenaire tel qu'il est, même si vous ne pourrez peut-être jamais comprendre sa manière de fonctionner. Je vous mets dans la description une illustration que j'aurais aimé afficher sur mon frigo il y a quelques années et qui résume l'essentiel des 2 vidéos sur ce sujet. Je pense que ce sont des comportements concrets et accessibles à tout le monde qui peuvent radicalement améliorer nos interactions avec les autres. Si vous voulez en discuter, je prendrai le temps de répondre en commentaire. Merci pour votre écoute, soyez bienveillants et prenez soin de vous.